Bonjour et bienvenue sur cette troisième vidéo. Avant de commencer, petite remarque concernant le Pac-Man. Si vous avez remarqué dans l'introduction, j'ai avancé un peu du développement du jeu. Maintenant, il y a 4 Phantom. Il faut à finir la stratégie de déplacement d'Inky, le fantôme bleu cyan. Voilà. J'ai mis d'ailleurs le code source sur GitHub. Je vous mets le lien en description si vous voulez aller voir le programme dans son intégralité. Donc maintenant on va passer à cette troisième vidéo. Dans la deuxième vidéo, je vous avais montré comment dessiner un avatar et l'animer. Ici c'était le Pac-Man. Donc pouvoir l'afficher et le déplacer en fonction d'un joystick. Le problème, c'est que, évidemment, il pouvait circuler à n'importe quel endroit de l'écran. Donc là, on va essayer de voir comment faire en sorte qu'il circule uniquement aux endroits autorisés et puis qu'il récupère les gommes et les super gommes sur son parcours. Alors pour nous, pour se déplacer, si on était à la place du Pac-Man, on se dit c'est très simple, on comprend de suite là où on a le droit de passer et là où on n'a pas le droit de passer. Le mettre sous forme d'un programme informatique, c'est quelque chose qui devient un peu plus compliqué. Déjà, on peut abandonner l'idée de faire une reconnaissance de forme du dessin de ce qu'il y a à l'écran. Ça prendrait évidemment beaucoup trop de ressources de la machine. Il faut en plus imaginer qu'à l'origine, le Pac-Man il a été développé sur un microprocesseur 8 bits qui tournait à 3 MHz, on n'est pas à 3 Go, on est à 3 mégas, qui avait que 16 kg de mémoire. Voilà, donc les capacités étaient extrêmement limitées, tant d'un point de vue de la rapidité que d'un point de vue de la mémoire. Alors comment les choses ont été faites ? On est obligé de mémoriser les endroits où on peut passer et les endroits où on ne peut pas passer. On ne peut pas le mémoriser pixel par pixel. Là aussi, ça prendrait beaucoup de place en mémoire. Donc, ce qui est fait, c'est on va diviser le plateau en différentes cases. Donc, on va essayer de repérer des endroits, des cases en XY voilà, pour mémoriser les endroits où on peut passer et les endroits où on ne peut pas passer. Alors, quand on fait ça, ça va donner ceci, voyez-vous. Voilà, donc vous avez les différentes cases qui ont été décomposées. Alors ici, c'est le tableau d'origine. Tableau d'origine, pour vous donner une petite idée, on est très loin du 4K ni même de l'HD. À l'époque, on était une résolution, je regarde, de 288 par 224. C'est-à-dire encore moins que nos petits écrans de 1,8 pouces qui sont en 320 par 240. Voilà. Donc le plateau a été divisé ici en un certain nombre de cases. Et en fait, on va mettre en mémoire, non pas le dessin, mais pour chaque case, ce qu'il y a dans la case. Donc à des endroits il n'y a rien, bon, on mémorisera qu'il y a du vide, des gommes, des super gommes, mais aussi il faut mémoriser, vous voyez, tous les angles. Donc vous avez là par exemple un trait horizontal qui peut être ici, un trait horizontal qui peut être ici, vertical, vertical. Je vous expliquerai qu'en plus sur la version d'origine, l'horizontal du haut n'est pas le même que l'horizontal du bas. Ils sont un peu décalés par rapport à la case, et puis évidemment tous les angles, à la fois les angles rentrants, les angles sortants, les endroits aussi où il y a deux traits, où c'est double, les coins carrés, etc., etc. Alors si on fait tout ça, il peut y avoir sur chaque case, on arrive à toutes ces possibilités là que vous avez ici. Vous reconnaissez les petits bouts qu'il y a sur chaque case. Et bien ça fait 48 possibilités différentes. Donc on va avoir en mémoire en fait une information case par case pour savoir quel est ce qui correspond à cette case avec 48 donc éléments qui peuvent être différents.
Alors, moi, pour mon programme, hein, j'ai été un peu feignant. Je n'ai pas voulu faire l'intégralité de ces 48 cases parce qu'il faut les dessiner. Ensuite, il faut, comme on a fait sur la vidéo 2, le convertir en des codes hexadécimaux et les mettre sur le programme Arduino. Alors, j'ai été un peu feignant, personnellement, et j'ai simplifié ici l'écran. Voilà. Et donc, je suis arrivé à cette solution où je suis parti déjà sur simplement à la base 18 codes, mais j'ai encore simplifié. Vous voyez ici, je n'ai utilisé que 9 éléments différents. Voilà. Mais c'est vrai que si on voulait le faire bien, euh, il faudrait quand même faire ces 48 cas. Hein, si vous voulez faire vraiment la réplique de l'original, il faut faire ces 48 possibilités pour chaque case. Alors moi je l'ai même fait, vous voyez, manuellement. J'ai dessiné et après je regardais, ben là c'est une gomme. Alors les cases, comme d'habitude en informatique, vous savez, quand on utilise un écran, de façon traditionnelle, l'origine est en haut à gauche. Donc un peu inversé par rapport à ce que vous faites en mathématiques, avec les numéros qui augmentent vers le bas. La première case, c'est pas un 1, c'est 0, 0, hein, et on a donc ici nos 28 cases sur nos 31 cases différentes. Donc de ça, j'en ai fait un petit tableau en mettant les numéros pour chaque case. Et là, il faut commencer à réfléchir un peu sur ce qu'on fait en fonction de la résolution et de savoir la taille de chaque case. Après, c'est pas très compliqué, hein, on veut utiliser l'écran au maximum. Donc, je prends ma résolution de l'écran, je le divise par mon nombre de cases et j'arrondis évidemment à l'inférieur, puisque je peux pas avoir une case qui fait 7 pixels, 23. Hein. Voilà. Donc cela va me donner la taille de chaque case. Donc quand on a fait ça, comment ensuite on fait l'implémentation sur l'Arduino? Ben, c'est très simple, je vais déclarer simplement un tableau de variables, hein, voilà, alors ça s'appelle demi-plateau, dans lesquels je vais mettre manuellement, hein, je l'ai fait à la main. Alors si sur le Pac-Man, c'est tout le temps le même plateau. Si évidemment on avait des dizaines et des dizaines de plateaux différents, on ferait peut-être un programme où on dessine le plateau et le programme va générer automatiquement cette liste. Un peu comme ce qui a été fait à partir d'une image hein, pour les avatars. Voilà, une traduction automatique. Alors moi j'ai été particulièrement feignant hein, parce que j'ai vu qu'il y avait une symétrie, puisque j'ai rentré ça manuellement, une symétrie verticale, du coup je n'ai rentré en mémoire que le demi-plateau. Voilà. Donc 7 correspond à un arrondi vers le bas et vers la droite, 3 c'est un trait vertical, 1 c'est un trait horizontal, etc. etc. Je vous ai dit, j'ai fait les mêmes pour les bords que pour les îlots au milieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, je les ai mis exactement au centre, comme ça, un trait horizontal par exemple, qu'il soit d'un côté ou de l'autre, c'est le même dessin. Il n'y a pas deux dessins différents, ce qui n'est pas le cas si on ne met pas le trait exactement au milieu de la case. Voilà, donc j'ai fait énormément de simplification par rapport au dessin d'origine pour avoir à rentrer moins d'éléments. Alors, une fois qu'on a fait ça, libre à vous hein, de le reprendre et évidemment de mettre cette fois-ci l'original. Une fois qu'on a fait ça, que j'ai rentré le demi-plateau, ben, il faut quand même faire la symétrie. Mais alors la symétrie, c'est tout simplement un programme qui va le faire. Hein. Vous voyez, donc ici, je vais faire défiler deux variables x, y sur la moitié de mon plateau. Hein, le x ne va pas jusqu'au bout, jusqu'à 28. Il s'arrête avant. Et en fait, ici, vous voyez, alors j'avais le demi-plateau. Et j'ai
un plateau et je le mets dans le symétrique ici, hein, 27. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Oui, il y a un petit calcul. J'ai oublié. Voilà. Alors ici, toutes les cases sont mises les unes à la suite de l'autre. C'est pas un tableau à 2 dimensions, c'est un tableau à 1 dimension. Ce qui est le cas général quand on travaille sur de la mémoire, hein. Si vous développez sur des systèmes plus évolués, même en JavaScript par exemple, une image, vous avez tous les pixels qui sont alignés les uns derrière les autres. Simplement, quand on arrive au bout de l'image à droite, ben, on redescend la ligne du dessous à gauche. Voilà, donc il y a un petit calcul, mais qui est très simple, hein, une symétrie, ça vous le verrez en maths, hein, une symétrie par rapport au milieu s'opère en la taille moins x, sachant que si le x par exemple vaut 0, la dernière case qui est la 27, la numéro 27, la 28e, mais la numéro 27, ben, elle vaut 27. Le premier, son symétrique, c'est 26, etc. Donc, vous voyez, une simple opération mathématique me permet d'avoir la symétrie. Donc, je vous disais, le petit calcul qui me permet de trouver quelle est la bonne case en fonction des x et des y. Le x, ici, il est multiplié par 28, puisque chaque ligne contient 28 cases. Donc, pour quand y vaut 1, on passe directement à la 28e case. Et on ajoute 28, 29, etc. en fonction du x. Donc je fais ça, je fais mon symétrique. Il se trouve pour le 15. Voilà. Alors, initialement, j'étais parti sur qu'une case vide ferait 0. D'accord. Petit problème que... enfin, on aurait pu faire ça, hein. Et après, j'avais les murs. Simplement, pour tester, pour savoir si la case est libre ou pas libre, ben, les murs étaient compris entre donc, de 1 à 10. Et les espaces libres, c'était supérieur à 10, mais ça pouvait être aussi 0. Donc, il fallait faire 2 tests. Il fallait que la case contienne un chiffre supérieur à 10 pour pouvoir y aller, ou que la case contienne 0. Donc, pour éviter ces 2 tests, à la place de 0, j'ai mis 15 qui était libre. Voilà. Alors évidemment, le symétrique d'une case libre, c'est vide, c'est une case vide, donc encore le 15. Si j'avais mieux réfléchi au début, je serais directement parti, pas avec 0 pour une case vide. C'est la première idée qu'on a, mais pas obligatoirement. Voilà. Alors maintenant, s'il y a 1 dans la case, ben, je mets 1, le symétrique. Alors le 1, c'est un trait vertical. Donc voilà. Et le symétrique, c'est aussi vertical. Un trait horizontal, le symétrique, c'est toujours horizontal. Quelquefois, ça diffère, hein, puisque par exemple, un angle qui ferait le bas et le côté droit sont symétriques, c'est toujours le bas, mais par contre le côté gauche. Donc on les retrouve ici avec les symétries. Donc cette première routine va me permettre de remplir mon plateau complètement à partir de mon demi-plateau. Et ça, je le répète, ça a été nécessaire parce que j'ai eu la flemme de remplir l'intégralité du plateau directement. Sinon, ça aurait été bien aussi de tout mettre. Bon, on économise ici un peu de place mémoire, mais notez que sur le SP32, on est loin des 16 kg de mémoire. Plus qu'on a à peu près 500 kg, mais il y en a 300 kg utilisables en mémoire vive, en RAM donc, et par contre dans la mémoire programme, on a plusieurs mégas, donc j'aurais pu tout rentrer directement. Voilà ma première phase qui permet de reconstituer mon plateau intégralement. Ensuite, pour afficher le plateau, c'est très simple, je parcours toutes mes cases et j'affiche la case. Alors afficher la case, vous voyez, c'est je récupère le X et le Y de la case, il ne faut pas confondre le X et le Y des pixels et le X et Y de la case.
Et en fonction du contenu du plateau, je vais tracer les différents éléments. Alors, je vais donner des noms. H, c'est pour horizontal. V, c'est pour vertical. BD, c'est pour bras bas droit, c'est dans un angle. GB, c'est gauche et bas. HD, le haut et le droit, etc. HR, c'est pour la partie horizontale qui constitue la porte, vous savez, de la cage à fantôme. Voilà, etc., etc. Les gommes et les super gommes. J'appelle les points et pilules, voilà, etc. Donc, ensuite, on trace directement. Alors, on les trace. Ma fonction RGBT bitmap, elle a besoin des coordonnées, pas en cases, mais en pixels. Donc, je fais une petite conversion de mes cases en pixels. Je multiplie simplement le numéro de la case par la taille d'une case, en X, en Y, parce que j'ai pas utilisé la même, pour exploiter toute la résolution, les mêmes tailles en X et en Y. Comme l'écran en plus, je voulais pas sur le bord en haut à droite, mais bien au milieu de l'écran de jeu par rapport à l'écran TFT, j'ai fait un petit décalage que j'ai appelé DX et DY de façon à avoir mon plateau de jeu au milieu de l'écran. Donc là, on a fait le dessin, mais on n'a toujours pas géré les trajectoires, les déplacements du Pac-Man et des fantômes. Alors, pour gérer le Pac-Man, évidemment, le plus simple aurait été de mettre le Pac-Man ou les fantômes uniquement sur les cases. Mais évidemment, quand il se déplacerait, il sauterait d'une case à l'autre, ce qui ferait vraiment pas beau et serait loin du jeu d'origine. Ça se faisait quand même dans les années 80, on avait un certain nombre de jeux comme ça où les personnages sautaient de case en case. Donc nous, on veut se déplacer pixel par pixel et vous allez voir que ça complexifie un peu les choses. Non, c'est pas ça, c'est ça. Voilà. Donc là, je vous mets ici l'exemple d'un fantôme qui serait sur les cases. Quand j'ai fait mon calcul, donc pour exploiter au maximum la résolution de l'écran, je suis arrivé avec des cases de 7 pixels horizontalement et 9 pixels verticalement. Si je me contente de faire des avatars de 7 sur 9, pour pouvoir les mettre dans les cases, ça va pas faire très beau, parce que 7 pixels sur 9 pixels, on peut même pas faire les yeux comme ça. Donc j'ai essayé d'exploiter en fait mes avatars le plus grand possible, ce qui veut dire que par rapport à la case, ils vont dépasser au-dessus, ils vont dépasser en dessous, ils vont dépasser à droite ou ils vont dépasser à gauche. Donc moi ce que j'ai fait ici, c'est que les avatars ont une taille de 13 pixels par 13 pixels, la case faisant 7, ça veut dire qu'ils vont dépasser de 3 pixels à droite, 3 pixels à gauche. 3 plus 3 plus 7. On arrive à nos 13 pixels du fantôme. Verticalement, 9 pixels. Donc, je vais positionner mon fantôme avec 2 pixels au-dessus, 2 pixels en dessous. Voilà. Donc, quand on dessine un fantôme, en fait, il peut empiéter sur 9 pixels selon sa position, mais sur les différents blocs. Alors j'ai fait en sorte quand même que quand il se déplace là, il ne mange pas, il n'efface pas des bouts. Vous comprenez que si vous avez le mur qui se trouve au ras, eh bien, le fantôme, en passant dessus, déjà il va être au-dessus du mur, ce qui ferait pas très beau. Et ensuite, quand on va effacer le fantôme, voilà, il faudrait veiller à redessiner le mur. Donc ici, la stratégie qui a été utilisée, c'est de faire en sorte que ça passe tout juste. D'où mes traits décalés et qui laissent les pixels de libre. Sur le jeu d'origine, on a même les fantômes sont légèrement plus gros
parce que comme ils ont mis par exemple ici un mur, pas au milieu, mais ils l'ont mis en fait sur le côté, un peu sur la droite, pour un mur de droite, sur la gauche, pour un mur de gauche. Mais ce qui veut dire donc, hein, c'est ce que je vous ai au début, que pour un mur vertical, ça peut être un mur vertical de droite ou un mur vertical de gauche. Plus les murs doubles aussi, ça faisait beaucoup de dessins à faire. Voilà, mais ça permet donc de gagner. Et sur le jeu d'origine, je crois qu'ils étaient en 14 pixels sur 14 pixels, quoi. Ils gagnaient un pixel sur l'avatar, donc un peu mieux défini. Alors pour info, hein, le jeu d'origine, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais la résolution, hein, c'était du 224 par 288. Voilà, alors ici c'est quand le personnage est exactement sur une case. Là il est exactement sur cette case qu'il y a au milieu. Quand on va le dessiner, vous voyez, en fait on va prendre les coordonnées de la case. On aurait pu choisir au milieu, sauf que bon là 13 pixels ça passait, mais si vous avez 14 pixels par exemple, le milieu c'est entre 2 pixels. Hein. Voilà. Mais moi, bon, j'ai conservé l'utilisation traditionnelle en informatique où le 0 c'est en haut à gauche. Donc en fait, le 0 de la case, il correspond ici à la case et ensuite on a nos 7 pixels et nos 9 pixels. Et du coup, le fantôme, ben, je dois le décaler de 3 pixels en X et de 2 pixels en Y, le mettre légèrement plus haut pour qu'il rentre exactement ici. Quand il se déplace, en fonction de sur quelle case il va, il va falloir quand même vérifier qu'il n'est pas à cheval. Il se déplace pixel par pixel, donc l'important est de pouvoir lui faire changer de direction uniquement quand il est exactement centré, enfin exactement sur une case. Donc il sera exactement centré, par exemple, entre ces deux murs horizontaux, il sera exactement centré de façon verticale. Par contre, il se déplace pixel par pixel sur le côté. Alors comment on va faire ça informatique? Là c'est relativement simple. On va aller par exemple sur le Pac-Man et on va utiliser le modulo. Alors le modulo c'est quoi? C'est tout simplement le reste d'une division entière. On va récupérer les coordonnées du Pac-Man et on va diviser par la taille de chaque case. Donc si je fais ça, le nombre qui me reste, le nombre entier du calcul, ça va me donner le numéro de la case. Directement, hein, je divise ces coordonnées par la taille d'une case, je vais retrouver le numéro de la case. Et dans la division, c'est la division classique. À savoir, quand le programme rencontre deux entiers, qu'il y a une division, il ne fait pas de calcul avec la virgule. Vous divisez deux entiers, Arduino automatiquement va vous donner un entier. Alors le modulo maintenant, il va nous donner ce qui reste dans la division. Imaginons donc vous êtes sur en X, on va prendre en X, les cases font 7 pixels, vous êtes sur le 7e pixel, ça veut dire que vous êtes exactement sur la case numéro 1. Il y a la 0 et là c'est la 1. Donc en effet, 7 divisé par 7, ça fait 1, et il reste 0. Voilà, si vous êtes sur le pixel 9, le modulo va donner 2, etc., etc. Donc en récupérant le modulo, je peux savoir si le Pac-Man est juste au bon endroit ou s'il est décalé. C'est ce que je fais, donc je vérifie ici, je calcule le modulo. Évidemment, ce qui compte, c'est pas le haut ici, droit du fantôme, mais puisqu'il est décalé, il faut que je fasse ici, donc il faut que je vérifie les coordonnées, non pas de ce point, mais de ce point avec le décalage. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Voilà un exemple, par exemple, quand on est entre deux cases.
Ici, on va être ici, donc avec certainement un modulo à vue de nez 5 ou 6, ici. Donc ici, je vois bien que je ne pourrai pas changer de position. Puisque je suis à cheval, je vais permettre le changement de position que quand je serai exactement aligné sur cette case. Donc l'alignement se fait ici et bien évidemment il faut vérifier que la case soit libre. Donc là j'ai fait juste une fonction mais qui est relativement simple, c'est juste un test. Voilà. Donc pour savoir si la case est libre. Voilà. Donc ici une case libre. C'est donc si la case contient un chiffre, je vous ai dit, supérieur à 10, c'est-à-dire vide, 15, j'ai modifié du 0 au 15, et ensuite les gommes et les super gommes, 16 et 17. Ici, juste petite particularité, à des moments, pour les fantômes, uniquement pour les fantômes, il faut qu'ils puissent aussi sortir de la porte de leur cage. Donc il faut qu'ils soient dans le sens de la montée, et que ça soit bien la porte de la cage qui comporte le numéro 2. Voilà, donc là, on a vu maintenant comment faire en sorte que le pan se déplace exactement dans les cases et ne vienne pas manger les murs. Alors, cette façon de faire, c'est une version, c'est une façon très courante, hein. Elle a donné d'ailleurs lieu à certains jeux que vous connaissez, où vous avez Mario par exemple, qui saute de case en case. Ici, hein, c'est vraiment le programmeur qui a imposé sa façon de gérer les personnes au concepteur du jeu. Et non le contraire, c'est pas le concepteur qui s'est dit ah je vais faire des cases avec différents éléments, c'est le programmeur qui a dit non, pour occuper moins de mémoire, il faut que je connaisse le plateau de case en case et pas de pixel en pixel. Voilà pour cette vidéo, je vous ai dit, vous pouvez aller sur GitHub pour récupérer l'intégralité, enfin dans sa version actuelle, on doit encore le faire évoluer, donc les stratégies d'Inky, hein, et aussi faire des extensions, notamment le son, hein. Pour le moment, pas prévu de son, ça manque vraiment sur ce type de jeu. Voilà, donc on rajoutera après un petit son, et puis il faudrait faire l'intro, il faudrait faire aussi les différents niveaux, etc., etc. Un jeu, ça prend beaucoup de temps, même un jeu aussi simple que le Pac-Man, si on veut faire tous les niveaux, et si on veut être à l'identique, ça va nécessiter quand même des temps de développement assez important. Si vous développez des jeux plus complexes, eh bien là, ça fait appel non pas à un développeur unique qui fait les dessins, la musique, le codage, mais à toute une équipe. Je vous remercie pour avoir vu cette vidéo. Et puis, on verra, important, les différentes stratégies. Elles sont très intéressantes. Comment donner avec des règles simples de l'intelligence artificielle aux fantômes. Vous avez des vidéos qui en parlent, vous avez des articles qui parlent des différentes stratégies, des différentes intelligences artificielles, des différents fantômes. Alors ici, quand on parle d'intelligence artificielle, on est loin de ce que l'on fait actuellement dans les jeux vidéo avec des réseaux de neurones, etc. On est sur des algorithmes et des équations mathématiques, des calculs de distance, des calculs de direction, de chemin le plus court, etc., pour essayer de faire en sorte que le fantôme ne se déplace pas aléatoirement. Il y a sur certains jeux, hein, le plus simple c'est faire des déplacements aléatoires, mais ici sur le Pac-Man, ça a été conçu un peu plus finement, on va dire, hein. Pareil, si vous développez, hein, moi je donne ça donc comme base pour mes élèves et je leur conseille de commencer non pas
pas refaire un Pac-Man, ça n'a pas trop d'intérêt. Si c'est juste pour télécharger le programme et le mettre dans le SP32, ben on apprend juste à télécharger un programme et à demander à l'Arduino de le mettre dans le SP. À l'IDE Arduino, l'interface de développement intégré, l'environnement de développement intégré, voilà. Le but, c'est que vous soyez capable de développer votre propre programme. Donc on commence par des jeux simples, du style Pong, du style casse-briques, un space shooter, voilà. Mais on commence par des choses extrêmement simples pour se faire la main. Bon, ben rendez-vous donc pour cette prochaine vidéo.